Nous avons le privilège de recevoir sur nos antennes Diego Darin de International Crisis Group. Monsieur Darin, bonjour. Un plaisir de vous recevoir ce matin sur Magic 9. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi de votre disponibilité. Le Miami Herald l'avait annoncé hier et matin et cette annonce est confirmée par le secrétaire adjoint pour les affaires hémisphériques, Brian Nichols. Les États-Unis envisagent avec d'autres partenaires une opération de maintien de paix en Haïti et en vue de trouver une source de financement fiable à un moment où les promesses de contribution financière et de troupes à la MMAS ne sont pas encore matérialisées. Dans les faits, cela voudrait dire que les États-Unis sont en train d'envisager une mutation, une transformation de la MMAS en une opération de maintien de paix au niveau de International Crisis Group. Et est-ce que vous pensez que c'était prévisible ce scénario? Bon, ce scénario était sur la table de discussion depuis que le Premier ministre Ariel Henry avait demandé le déploiement de forces internationales spécialisées pour aider la police haïtienne à reprendre le contrôle de la situation de sécurité. Mais ce scénario était présenté comme le scénario de dernier recours, notamment dans des documents qui ont circulé au niveau du Conseil de sécurité lorsqu'il y avait des discussions sur quel type de mission pourrait être envisagé cette fois à nouveau pour ne pas répéter des erreurs qui avaient été commises dans des efforts par le passé pour aider Haïti en termes de sécurité. Donc cela avait été considéré, mais c'était un scénario qui était considéré comme de dernier recours, comme je le disais. Puisque bien sûr il y a eu la MINUSTAH qui a eu des résultats assez mitigés en Haïti et en termes de packaging, ce n'était pas forcément le type de mission qui aurait pu être vu de manière plus favorable par les Haïtiens. Ok. Est-ce que la résolution 2699 ne donne pas des instruments pour transformer la MMAS en une mission d'opération de maintien de paix? Elle ne donne pas ces instruments, mais elle demande au leadership de la mission, c'est-à-dire au Kenya et aux autorités haïtiennes, d'envisager quelles pourraient être les options de suivi en termes d'aide à la sécurité après que la mission d'appui à la sécurité soit retirée du territoire. Donc il n'y a il n'est pas mentionné, il n'y a pas de langage mentionnant expressément l'idée d'une mission de maintien de la paix onusienne, mais il y a une demande de savoir qu'est-ce que sera fait, comment sera remplacée la mission de sécurité, la mission d'appui à la sécurité. Les forces de sécurité à la fois haïtiennes et la MMAS font face à une situation de guérilla urbaine. Est-ce que c'est à cause de ce défi que les États-Unis envisagent de transformer la MMAS en une mission et d'opération de paix qui, dans les faits, aurait été mieux adaptée par rapport à la complexité de l'insécurité en Haïti, par rapport à la complexité que représentent les gangs criminels en Haïti en ce moment? Écoutez, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être pris en considération lorsque dans ce débat pour choisir entre une mission, par exemple, multinationale comme celle qui est en train d'être déployée en ce moment en Haïti ou une mission plus traditionnelle onusienne. Mais en ce moment, ce qui pose problème notamment, c'est le manque de fonds. Et il y a une grande différence en termes de financement entre une mission multinationale qui peut être autorisée par le Conseil de sécurité mais qui n'est pas onusienne et une opération traditionnelle de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix onusiennes sont financées non pas par des contributions volontaires comme la mission actuelle, mais des contributions obligatoires, c'est-à-dire que chaque État membre État membre de l'ONU doit verser une cotisation spécifique en fonction des critères qui ont été prédéfinis par l'Assemblée générale de cette organisation. Le calcul de la part à payer des États se fait en fonction de la capacité de paiement de chaque pays, en se basant sur différents indicateurs économiques. Mais ce qui ferait que, certes, les États-Unis
dans le cadre d'une opération de maintien de la paix onusienne, comme ils le sont pour les autres missions, seraient les principaux contributeurs financiers, mais ils auraient une charge de financement de l'ordre d'environ 30%, au lieu de plus de 80% parce que plus de 80% des fonds qui sont alloués en ce moment jusqu'ici, pour la mission, viennent des États-Unis. Mmh. Donc, cela voudrait dire que les États-Unis sont en train d'atténuer le coût économique que représente la MMAS en cherchant à transformer la MMAS en une mission de maintien de paix et onusienne et traditionnelle. Maintenant, certains voient aussi dans cette décision une façon pour l'administration Biden de se préparer à toute éventualité et de la perspective des élections présidentielles de novembre 2024 au cas où les démocrates ne l'emporteraient pas, ce qui, en transformant la MMAS en une opération de maintien de paix, ce qui va assurer la continuité du support américain et à la sécurité en Haïti. Est-ce que vous pensez que ce scénario aussi est plausible? Bien sûr, avec ce scénario d'incertitude par rapport aux résultats des élections aux États-Unis, il pourrait y avoir différents scénarios en fonction de si c'est les démocrates ou les républicains qui l'emportent, par rapport à l'engagement, notamment économique, dans cet effort d'aide à la sécurité en Haïti. Ce qui ferait d'une opération de maintien de la paix onusienne, qui suppose des contributions obligatoires et non volontaires, une manière d'arriver à assurer la continuité d'un tel effort. Mmh. Qu'est-ce qu'une opération de maintien de paix impliquerait sur le terrain en Haïti? Bon, il y a bien sûr beaucoup de différences en termes de forme de présentation d'un tel effort, mais aussi de fond. Il y aurait, comme peut-être il y aurait plus de contributions disponibles pour la mission, pourrait se traduire très possiblement dans plus de fonds qui pourraient être alloués pour avoir plus de personnel sur le terrain, de meilleurs équipements. Il y a aussi des différences en termes de mandat, parce que la mission actuelle a un mandat très restreint, qui se limite vraiment à demander au personnel de la mission à aider la police à planifier, à conduire des opérations contre les gangs et à protéger des infrastructures critiques. S'il s'agit d'une opération de maintien de la paix, ce type de mission pourrait comporter aussi des efforts pour garantir de la stabilité politique, etc. Donc, non seulement limité au champ de la sécurité, mais aussi en d'autres matières, comme en matière de gouvernance. Oui. Il a dit que certaines capitales sont réticentes à l'idée de financer la MMAS parce qu'elles estiment que la MMAS est l'initiative des États-Unis et par conséquent, il revient aux Américains d'avancer avec la MMAS. Maintenant, est-ce que vous pensez que les États-Unis s'aventuraient à transformer la MMAS en une mission onusienne et de maintien de paix sans avoir la certitude d'avoir le support des autres partenaires au niveau du Conseil de sécurité et pour rendre possible ce scénario? Bon, bien sûr, lorsqu'on parle d'une opération de maintien de la paix onusienne, c'est un sujet assez épineux dans le cas d'Haïti, avec une opération qui a duré plus ou moins 14 ans stationnée en Haïti, et qui a eu des effets assez mitigés, qui a eu des résultats mitigés, bien qu'elle a réussi à diminuer les niveaux de violence et autres succès, mais il n'y a pas eu un maintien de ces améliorations dans la situation de sécurité et dans d'autres champs, ce qui fait qu'il n'y a pas des résultats qui ont pu être soutenus dans le temps, ce qui fait qu'il est difficile de refaire surgir ce sujet d'opération onusienne, de maintien de la paix onusienne en Haïti. Mais ce qu'ont dit des responsables politiques états-uniens hier, c'est que ils espéraient pas essayer de faire une transition à ce type de mission
en octobre, lorsque la question de la rénovation de la mission d'appui à la sécurité sera discutée à New York au Conseil de sécurité. Mais qu'ils entendaient au moins commencer à introduire des éléments de langage pour que cette perspective commence à être considérée. Est-ce que l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir en septembre est un rendez-vous assez important de cette perspective? Oui, bien sûr. C'est l'un des moments forts au niveau des activités de l'ONU lorsque tous les États membres sont réunis. Et bien sûr, toute perspective de transition à une mission de maintien de la paix onusienne supposerait une demande explicite des autorités haïtiennes en ce sens. Donc, avant que les autorités haïtiennes se mettent d'accord pour demander une transition à une mission de maintien de la paix, il ne peut y avoir vraiment de considération au niveau international pour commencer à faire des négociations à ce sujet. Donc, quand Haïti fera partie en septembre aux réunions de haut niveau de l'Assemblée générale, ce sera bien sûr un espace propice à discuter les différentes options qui se présentent et disponibles pour faire face à une mission d'appui à la sécurité qui, pour le moment, n'a pas les moyens pour véritablement mettre en application le mandat qui lui a été donné par le Conseil de sécurité. Monsieur Darin, aujourd'hui, l'AMMAS est dirigée par le Kenya. Dans l'éventualité que cette mission soit transformée en une mission traditionnelle de maintien de paix, est-ce que le Kenya va continuer à jouer un rôle de leader ou est-ce qu'on pourrait modifier le leadership de cette éventuelle mission? Oui, bien sûr. Le fait de changer la nature de cette mission pourrait faire que il y ait un appel à d'autres pays qui puissent être susceptibles et avoir la volonté de diriger ce nouveau type d'aide à la sécurité pour Haïti. Cependant, avec Kenya, ça fait plus ou moins 1 an qu'il est engagé activement dans la considération de la planification en termes, disons, légal, légal au niveau domestique, mais aussi en termes de politique internationale, d'accord avec Haïti et de planification des opérations sur le terrain. Donc, sur tous les champs de la planification des opérations avec la PNH. Donc, il serait logique que le Kenya continue à avoir le leadership de la mission, même si en termes de commandement, il y a certaines modifications avec le passage éventuel à une mission de maintien de la paix onusienne. Est-ce que le Kenya avait déjà dirigé une mission de maintien de paix onusienne? Ça, je ne suis pas sûr. Pourtant, le Kenya a une expérience assez longue de participation dans une longue série de missions de maintien de la paix onusienne. Et par contre, ce qu'on n'avait pas dit pendant la première partie de l'interview, c'est qu'aussi le fait d'avoir cette éventuelle transition à une opération de maintien de la paix onusienne ferait que cela pourrait devenir aussi non seulement une mission de police pour l'aide à la police haïtienne, mais aussi qu'il y ait des contingents militaires qui soient déployés en Haïti. Est-ce que transformer l'AMMAS en une mission de maintien de paix voudrait automatiquement dire placer Haïti sous chapitre 7? Oui, il y a le besoin de faire référence et d'invoquer le chapitre 7. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour l'autorisation de la mission d'appui à la sécurité avec la résolution d'octobre de l'année dernière qui a autorisé cette mission. Est-ce que si la mission est transformée en une mission de maintien de paix, est-ce qu'on va prendre autant de délais pour voir le déploiement des différents contingents qui vont composer cette mission? Précisément par la différence en matière de financement entre une mission non onusienne et une mission onusienne, avec des contributions qui, dans le cas des missions onusiennes, sont obligatoires.
ce serait les fonds qui doivent être alloués pour avoir une mission qui soit prête à agir sur le terrain seraient disponibles beaucoup plus rapidement, ce qui ferait qu'il y aurait suffisamment le personnel attendu et les équipements nécessaires, probablement de manière beaucoup plus rapide que ce long processus de demande de contribution volontaire qui peine véritablement à arriver au but de financement de environ 600 millions qui est le coût qui est estimé pour la mission d'appui à la sécurité pour un an. En ce moment, les États-Unis ont contribué avec plus de 300 millions sur le fonds spécial dirigé par l'ONU qui reçoit les contributions financières des volontaires des différents États. Il y a en ce moment environ 68 millions qui ont été apportés par la France, l'Espagne, le Canada et 2 ou 3 autres pays. Mais il y a toujours un manque de 150 millions pour arriver à ce but des 600 millions, alors qu'on est à un mois de l'année passée de la résolution qui a autorisé le déploiement de la mission. Maintenant, et dernière question, qu'est-ce que ça voudrait dire également pour le bureau intégré des Nations Unies en Haïti? Est-ce que ce bureau aurait un plus grand rôle de la capitale? Très probablement la décision de transformer la mission de sécurité, d'appui à la sécurité en une mission de sécurité onusienne aura des conséquences pour le BNU. Pour le moment, il est trop tôt pour commencer à faire des suppositions parce que bien sûr les États-Unis, comme ils l'ont dit hier, ils n'entendent pas apporter de modifications en ce sens lors de la discussion du renouvellement de la mission en octobre. Mais bien sûr, les discussions sur le possible changement de nature de la mission devront aussi embarquer des discussions sur le rôle du BNU qui pourrait devenir intégré dans la nouvelle mission onusienne. Diego Darin, merci beaucoup de votre disponibilité ce matin. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt.